parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Mesdames et messieurs, ensemble, jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission depuis plus de 10 ans en terre guinéenne. Merci à vous qui nous regardez à la télévision du côté de Zérékoré. Vous nous écoutez également en bande FM, là sur 99.7. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent du côté de Farana avec Bambou FM qui relaie cette émission. Si vous êtes du côté de l'AB 99.7 également en modulation de fréquence, merci à vous tous à l'international. Mesdames et messieurs, plusieurs moyens s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, je ne cesse de le rappeler, hashtag espace GG, sinon le numéro de téléphone qu'il ne faut surtout pas oublier, le 00 224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages un peu plus tard dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Peut-on désormais compter sur les médecins guinéens pour réussir les opérations chirurgicales les plus compliquées? Cette question mérite d'être posée ce matin chez les GG. Peut-être oui. Des chirurgiens pédiatres viennent donc de réaliser un grand exploit. Donc ils ont mis en effet, ils ont séparé et sauvé des bébés siamois venus récemment de Farana. Même si l'on regrette évidemment la mort de leur maman à l'accouchement, comment ont-ils réussi cette prouesse? Nous posons cette question ce matin chez les GG. De quoi manquait-il ou manque-t-il encore pour la prise en charge des bébés siamois en Guinée? Notre invité ce matin, mesdames et messieurs, chez les GG, le médecin chirurgien, pédiatre, il faut le dire, docteur Balamoussa Touré. Il sera ce matin avec nous dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. La Guinée disposait il y a encore quelques temps d'importantes ressources forestières. Aujourd'hui, celle-ci est principalement représentée par quelques lambeaux de forêt classés dont la superficie totale est légèrement inférieure à 1 140 000 hectares. Aujourd'hui, victimes d'une exploitation à outrance et sauvage, les forêts guinéennes, jadis denses, cèdent le pas aux forêts éparses avec pour conséquence la variation climatique et la variation des périodes culturelle. Il le dit ce matin, Jacques Levalino. Nous essayons de comprendre, mesdames et messieurs, dans cette émission avec notre invité qui n'est autre que monsieur Mohamed Condé. Il faut le rappeler, il est président d'une ONG. Il sera avec nous dans cette émission. Les GG sur Radio Espace Guinée avec l'équipe du jour, Antoine Kourouma. Bienvenue. Yaou. Merci Lamine. Et Ikbalma. Yakpagolo. Pepe Molba. Yaou Antoine. Nous bâtis ce matin. Yakpagolo Pepe Molba. Zato. Bien. J'accepte avec plaisir. C'est ça aussi la beauté de notre pays. Vous êtes bien habillé ce matin, Lamine. Merci beaucoup. Un gros forestier. Oui, c'est ça aussi la Guinée. Le patriarche. Bien. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Moi, je dirais plutôt Zézé Grovogui. Zézé Grovogui. Levassou. Carrément. Levassou. Yaou. Fabassou. Merci. Bonjour Moussa Moïsi là. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudi Abangora. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Oui, le jeune premier, Diva Milimono, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Bien. Comment ça va ce matin? Ça va super bien. Vous avez l'électricité ou pas? Bien sûr, nous avons l'électricité. Je crois que nous avons voté. Oui. Il est terrible ce garçon là. Allez. On s'intéresse évidemment à l'actualité. Un nouveau gouvernement, ses premiers pas hésitants. On en parle ce matin, Diba Milimono. Oui, vous savez, ce décret il est tombé avant-hier. Voilà, beaucoup s'attendaient quand même à un remaniement ministériel complet. Mais sauf que on a vu que le chef de l'État est tombé dans une autre approche de remaniement partiel. Donc ça veut tout simplement dire que ça dénote un peu de ce climat de méfiance, mais aussi de tension au sommet de l'État. Parce que beaucoup pensaient que le président Alpha Condé n'avait plus rien à perdre. Mais sauf qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Il n'y a jamais de ticket gagnant. Il n'y a jamais de ticket gagnant. La route, elle est sinueuse, elle n'est pas linéaire comme dans la vie normale. Donc le chef de l'État a pris ce décret. Et donc, aujourd'hui, il faut se dire qu'il prend des décrets avec une main tremblante. Parce que, n'oubliez pas, je le disais il y a 2 semaines dans ce même studio, qu'il est entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il faut contenter les alliés
qui sont venus, il y en a beaucoup qui ont, comme on dit singulièrement, qui ont mouillé le maillot pour faire passer cette pilule de 3e mandat. Il y en a qui se sont affichés, il y a même des entités qui ont décidé de fondre leur parti au sein du RPG Arc-en-Ciel contre l'avis parfois même de la base. Donc vous avez l'exemple par exemple de Mokhtar Diallo qui à un moment donné s'était affiché publiquement comme un partisan de cette élection de 3e mandat. Et il faisait même il a été l'objet d'une risée sur la toile lorsqu'on l'affichait avec cette pancarte où c'était écrit à la manette. Donc ce sont des personnes, à Barguelande, voilà. Donc ce sont des personnes qui se sont impliquées foncièrement dans la réélection du chef de l'État, qui sont allés en race campagne, par exemple en Moyenne-Guinée, à Pita-Chelui, pour faire la campagne et inviter à ce que les citoyens adhèrent à ce projet-là. Vous avez aussi d'autres cadres qui ont fait de même. Vous avez Kassori Fofana qui a été certes reconduit, mais c'est une personne qui avait décidé de fondre le GPT dans le RPG Arc-en-Ciel. Donc ça fait que beaucoup ont fait des sacrifices et aujourd'hui il y a un sentiment de redevabilité entre le chef de l'État et ces personnes. Parce que s'ils ne tombent pas dans une politique de compensation et de récompense, ça peut avoir des conséquences parce qu'il y a les échéances futures qui arrivent. Ça, c'est une question fondamentale. Et l'autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que aujourd'hui, le chef de l'État est dans cette dynamique d'étouffer toute opposition parce qu'on voit ce qui se passe dans le pays. Il n'a pas intérêt à ce que des gens, par frustration, des alliés retombent dans l'opposition. Donc ça risque aujourd'hui de fragiliser davantage aussi le régime. Donc cette équation, il doit l'éviter. Maintenant, de l'autre côté, il faut composer aussi avec le parti même, le RPG originel. Parce qu'il avait dit à son investiture... C'est les vrais soldats. C'est les vrais soldats. Moi, je pense qu'il faut sortir un petit peu de cette politique commerciale. Parce que, malheureusement, lui-même, il est pris dans cet engrenage depuis 2010. Il aurait pu s'extirper maintenant de cela, mais malheureusement, il ne le fait pas. Donc, il y a aussi le parti originel. Il avait dit à l'occasion de son investiture que maintenant, on va penser au RPC. Parce que ce sont des gens qui estiment que les militants de 25e heure sont venus prendre leur place, sont venus récupérer ce qui devait leur revenir. Donc, le chef de l'État, aujourd'hui, doit faire attention pour ne pas oublier aussi ces gens-là, parce qu'il y a l'effet boomerang qui n'est pas exclu. L'un dans l'autre, je pense que celui qui viendra après Alpha Condé doit tirer des leçons. On ne peut pas quand même diriger un pays comme si c'était une espèce de partage de gâteau, en tâtonnant, parce que ça a des conséquences. Lorsque vous êtes un chef d'État, il ne faudrait pas que vous manquiez de courage politique. Dans ce pays, au regard de la demande politique des citoyens, on a besoin des cadres, non pas parce qu'ils engrangent des voix lorsqu'il y a une élection, mais c'est parce qu'ils ont une compétence. Ils ont une intégrité, ils ont une vision, ils ont un projet pour le peuple de Guinée. C'est de ça qu'on a besoin. Et le chef de l'État, à un moment donné, doit se départir de ses considérations politiques, avoir ce courage politique, choisir les hommes qui peuvent l'amener vers se gouverner autrement. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, les citoyens l'ont dit, mais on ne comprend pas. D'un côté, vous avez une formule de gouverner autrement, et à peu près reconduire, parce que si vous suivez un peu le décret, c'est surtout confirmé, c'est devenu une litanie, un chapelet de confirmation. Justement, un chapelet de confirmation. Donc ça fait qu'il y a un malaise, et donc il devrait sortir de cela, faire une rupture totale, parce qu'en 2010, il a dit Guinée is back. En 2015, il a dit le progrès en marche. En 2020, il dit gouverner autrement. Est-ce qu'on va rester dans des slogans creux où le pouvoir va résider dans l'action? C'est la question qu'il faut se poser. Je pense qu'il y a un malaise profond et c'est ce qui fait que hier on s'attendait à des décrets. Je pense qu'il est en train de réfléchir avec son équipe pour éviter qu'il y ait une implosion au sein de sa famille. Éviter des frustrations surtout. Est-ce qu'il est le véritable maître à bord aujourd'hui, Mafoudi Bangura? La question reste posée. Déjà, je voudrais répondre à la question de Djiba en disant est-ce qu'on va continuer à rester dans un malaise profond? Je dis oui, parce que lorsque le président a entamé ce 3e mandat, beaucoup de Guinéens se disaient que cette fois peut-être c'était la bonne parce que en gros il n'a plus rien à perdre. Vu son âge, est-ce qu'il va continuer? Pour beaucoup, c'était cet autre mandat était une occasion pour lui de casser les codes, d'offrir une nouvelle donne. Mais avec ce qui se passe, il ne faut pas espérer gros parce que rien que le temps qui est mis pour la formation d'un gouvernement, la dernière fois qu'il y a eu débat, je crois c'est Antoine et Daouda qui me rappelaient que c'était une tradition, donc ça n'obéissait nullement à rien. Mais toujours est-il que dans le contexte guinéen, certes c'est une tradition, mais lorsque le gouvernement n'est pas officiellement nommé, tout le monde est assis, tout le monde est en attente de la nomination. Lorsqu'il n'y a pas de nomination, ça veut dire concrètement qu'il n'y a pas de travail. Et lorsqu'on a quand même un pays comme la Guinée où tout est encore à refaire, on n'a même pas une minute à perdre. Et on a perdu combien de temps à déjà réfléchir à qui choisir? Aujourd'hui, on a un remaniement. On a un nouveau gouvernement. On s'attendait à un gouvernement nommé
nommé au complet, mais on a une partie. Ce qui veut dire que ce n'est même pas facile pour lui de choisir. Et malgré cette difficulté, on se rend compte que ce sont les mêmes qui reviennent. Même ceux qui seront dégommés dans ce nouveau gouvernement n'auront pas à s'inquiéter parce qu'on a le même président avec les mêmes pratiques, peut-être avec les mêmes sentiments vis-à-vis des gens qui l'ont aidé. Et justement, c'est ce sentiment de redevabilité. On va se retrouver, on aura un président, on aura l'impression qu'il est en train de préparer 2026. Parce que s'il n'était pas dans ce cadre, tout ce qu'on lui demande, c'est de mettre en place, c'est de choisir des hommes qui n'auront qu'à travailler, qui n'auront pas à se battre pour lui prouver qu'ils sont pour lui ou pas. Avec le cas, par exemple, de Mokhtar Diallo, il y a beaucoup qui disent comprendre sa situation parce qu'il a mouillé le maillot et autres. Mais après, ça ne tient pas. Parce les vrais qui mouillent le maillot, ce sont les militants, les vrais militants du RPG Arc-en-Ciel. RPC, comme ils le disent. Même si on quitte... Voilà, qu'on quitte un petit peu cette politique commerciale. Même quand on prend les RPC, voilà. Même quand on prend ceux qui sont RPC, même si ceux-ci aujourd'hui disent qu'ils doivent être nommés, pas parce qu'ils sont compétents, mais parce qu'ils ont mouillé le maillot, ça c'est un problème. D'où que les personnes viennent, et c'est cela. Je me rappelle encore du cas Oye Guilavogui lorsqu'il a boudé un département pour un autre. Et aujourd'hui, on avait accédé à sa demande. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui estiment que Mokhtar Diallo, il a bien fait parce qu'il y avait eu un premier exemple. Mais après, ça devient très compliqué. On a encore une fois la preuve de si tu veux, cette façon un peu de gérer les choses au sommet de l'État. Le président, est-ce qu'il a le contrôle? Est-ce qu'il n'a pas le contrôle? Difficile de dire. Moi, ce que je dis, c'est que si à un moment, le président s'est servi des cadres pour avoir ce qu'il veut politiquement, les cadres aussi se sont servis du président parce qu'ils sont restés auprès de lui, ils n'ont pas été à mesure de lui dire la vérité. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, pour venir au pouvoir de Alpha Condé, il a fallu y avoir des manifestations, la mort de Conté et tout. Et beaucoup de cadres aujourd'hui ont vécu cette époque. Ils savent comment on est tombé dans cette situation. Et ce sont les mêmes qui ont soutenu le président, quelles que soient les raisons. Mais ce qui est sûr, on nous offre encore une possibilité de sortir encore par une transition, pas de sortir par une alternance démocratique. Et ça, c'est un gros problème. Donc, les uns et les autres, ils se sont servis les uns les autres, juste pour leur propre intérêt. Peut-être le président, il avait les intérêts politiques, parce que comme le disait hier notre invité Baouri, ou bien d'autres, le président, il est foncièrement politique. Et c'est ça peut-être le véritable problème. Sinon, il y a des gens qui n'ont pas mouillé le maillot. Quand on prend Mamakani, on n'a pas, par exemple, vu sur le terrain, mais elle est reconduite. Ouais. Voilà. Donc, savoir qu'il y a des présidents, et surtout le vrai problème, c'est de savoir qu'on se dise aujourd'hui dans le pays qu'il y a des départements qui valent moins que d'autres. Les grandes gueules. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, parce que quand on prend la situation du pays, imaginez que des ministères comme l'agriculture, l'élevage et autres soient considérés comme rien au profit de... Parce que lorsqu'on veut bouger, c'est souvent on voit les fonds qui arrivent par département, l'intérêt que le président même accorde à certains départements et pas par rapport à d'autres. Et là, on se retrouve carrément avec un pays où on a les ressources minières, les Chinois qui viennent et tout, mais où on a encore du mal à se nourrir parce qu'on ne produit même pas. Donc, si pour conclure, je veux dire que là, le schéma qu'on a, c'est le président qui nous l'offre. Ouais. C'est lui qui nous l'offre. Il met tout le monde dans cette situation. Et bien évidemment, certains par rapport à d'autres profitent de la situation. Certains le font bien parce qu'ils aiment la situation comme ça. Ils les préfèrent comme ça et ils les maîtrisent davantage que d'autres. Voilà, très dommage. Hein, voilà. J'aimerais tellement qu'on puisse mettre cette expression mouiller le maillot, parce que si on dit mouiller le maillot, sincèrement, c'est les vrais opposants, je veux dire les militants. Moi, quand je prends les militants du côté des RPG, en tout cas, c'est que je vois souvent actifs. Je prends Calo, il y a un jeune sur Twitter, Calo diplomate, je pense qu'il s'appelle comme ça. Il y en a un autre aussi. Même ça, en fait, Lamine mouiller le maillot. Lamine Waraba. Non, non, il peut mouiller le maillot. N'importe qui peut mouiller le maillot. Mais après, lorsqu'il s'agit du pays, lorsqu'il s'agit de la gestion, en fait, le principe de mouiller le maillot n'est valable pour personne. Ce qu'on demande, c'est des compétences. Qui que ça soit. Voilà. Allez-y, mon cher Moussa. Je pense que Lamine fait pire que le président de la République. Ah bon? Oui, mais parce que les grandes gueules. Le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État est devenu, à mon avis, un pouvoir réactionnaire. Parce que, tout simplement, quand on est à la tête du pays, on ne peut pas avoir pour levier de commandement
la gestion des humeurs des uns et des autres. Et c'est ce à quoi nous le chef de assistons. l'État est en train de nous... c'est ce qu'il nous montre comme spectacle. Et je trouve que c'est dommage pour la fonction qu'il occupe. C'est quand même sacré être à la tête du pays, avoir à présider aux destinées de plus de 12 millions de personnes. On ne peut pas quand même avoir pour lever de commandement les humeurs des uns et des autres. Lorsque De Pierre Dac disait qu'il est facile de trouver un portefeuille sans ministre que de trouver un ministre en portefeuille. Parce que tout simplement, lorsqu'on veut être ministre, on choisit le poste qu'on veut occuper en fonction des intérêts qu'on a déjà entrevus, qu'on pense avoir à la tête de ce ministère et des projets qu'on peut facilement mettre en place. Mais tout cela est basé sur quoi? Sur l'intérêt qu'on peut en tirer, le profit qu'on peut en tirer. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression que le ministère de la Jeunesse est devenu un ministère orphelin. Orphelin, personne ne veut rester là-bas plus de 4 ans. Personne. Ouais. Rappelez-vous des précédents et autres. Alors que cela dénote de quoi? Cela dénote du fait que nous n'avons pas une véritable politique en faveur de la couche que le président indexe souvent en disant c'est une bombe à retardement. Je veux lui faire remarquer plutôt que ce n'est pas une bombe à retardement. C'est une bombe dont comment on appelle la détonation n'est pas loin. Parce que tout simplement, on l'a délaissé, on ne l'entretient pas. Et le fait déjà qu'on ne mette pas les moyens qu'il faut pour s'occuper de cette jeunesse qui est quand même en majorité, qui compose la majorité de la population guinéenne, cela signifie qu'on n'a pas de politique pour l'avenir de ce pays. C'est vraiment le constat que j'en tire. Et puis, lorsque vous calculez un tout petit peu, vous voyez la réaction de Mokhtar Diallo. Il n'a pas encore pris la parole officiellement, mais c'est que l'information que nous avons donnée ici hier n'a pas été démentie non plus. D'ailleurs, elle a été confirmée. Qu'il a été d'ailleurs au palais. Elle a été confirmée. Ouais. Elle a été confirmée. Je me rappelle encore de la pancarte qu'il avait tout seul à l'aéroport lorsque le président entrait pour dire Abaraga Landé. Je me rappelle des risques qu'il a pris lorsqu'il s'est rendu au Fouta, les risques qu'il a pris pour sa vie, mais également la délégation qui l'accompagnait. Je me rappelle des saccages. Non, c'est important que je cite. Je me rappelle de l'attaque à multiples reprises du siège de son parti politique qui se trouve sur l'axe Le Prince. Je me rappelle de tout cela. Dire qu'il n'a pas fait de sacrifice, c'est faux. Mais cela ne lui donne pas raison, cela ne donne pas le droit de forcer la main au chef de l'État afin qu'il lui donne un poste qui soit à sa taille, un poste qui soit négocié. Cela signifie quoi? Le RPG arc-en-ciel, le RPG avant qu'il ne soit arc-en-ciel est rempli d'orphelins. Des gens qui sont morts pour la cause du chef de l'État avant même qu'il ne soit à la tête du pays. Des gens qui sont morts parce que tout simplement ils ont une conviction et tout cela. Donc il y a beaucoup d'orphelins. En parlant de mouiller le maillot, si on veut faire un peu on veut regarder dans le rétroviseur, on va réveiller beaucoup de gens qui sont morts frustrés parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils pouvaient avoir. Alors dans tout cela, qui perd? C'est nous autres qui attendons un service public qui soit dépolitisé, qui soit en faveur de tout le monde. RPG, UFDG, UFR, dans tout cela, c'est nous autres qui perdons. Donc le président, c'est bien qu'il ait reçu son deuxième fiston national. C'est la preuve aussi que Mokhtar Diallo a de l'audace, tout de même. Et oui, c'est la preuve quand même qu'il a de l'audace. C'est la pratique un petit peu, on sait comment ça fonctionne, on menace un petit peu. Il aurait pu... Des grandes gueules. Mais Coran aurait pu... Et puis jusqu'à preuve de contraire, il n'a pas démissionné. C'est des jets. Non, il n'a pas démissionné. Coran aurait pu fermer les portes du palais Sécoutoy, il ne l'a pas fait, il les a plutôt ouvertes rapidement. Je pense, quand on doit démissionner, on n'a pas besoin... On démissionne, on n'a pas besoin de... On publie dans la presse, et puis les autres l'ont fait comme ça. J'ai vu Pierrot Baldé, j'ai vu... Je sais quand même... Khalifa Gassama Diaby. Justement, par rapport à Khalifa Gassama Diaby, plus de 2 fois, il a été empêché de démissionner. Plus de 2 fois. Alors il est passé par une autre... C'est une autre méthode qu'il a utilisée pour démissionner. Il n'est pas souvent facile de démissionner auprès du chef de l'État. Mais je vous dis, la politique à laquelle nous assistons, c'est une politique de contentement. Et vraiment, ce n'est pas l'honneur de la République. Merci beaucoup, Moussa, Moïse, Sila. Oui, mon cher Antoine. Je ne sais pas pourquoi on blâme Mokhtar ce matin. J'ai vu certains depuis hier qui disent à Mokhtar qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait. Oye Glavogui avait-il le droit de le faire aussi? Il y a eu un cas précédent. Alpha Condé a cédé au caprice de Oye Glavogui qui a dit qu'il n'a pas compris pourquoi est-ce qu'on a donné un ministère aussi important
à Bakar Silla à son détriment. Parce qu'on l'a donné un coup de pied pour l'envoyer au ministère de l'élevage, chose qu'il a refusé en disant que Abakar Silla, qui a passé tout son temps à critiquer Alpha Condé, ne peut pas venir et jouir des fruits de leur gouvernance, alors que eux, ils ont mouillé le maillot. À l'époque, on se souvient qu'on a envoyé des reporters pour interviewer Oye Glavgui, qui a reconnu qu'il a refusé le poste de l'élevage, parce que pour lui, ce n'était pas important. Un ministre qu'il a reconnu publiquement, Mokhtar Diallo a cela en tête. Il se dit que si hier, un homologue a été contenté parce qu'il a refusé un poste, pourquoi je ne le ferai pas aussi? À mon avis, Mokhtar fait bien d'agir ainsi, parce que le président aime cela. Il aime les personnes qui lui tiennent tête, il aime les personnes qui contestent parfois ses décisions, et je me dis qu'il va contenter Mokhtar. Il va lui donner non seulement un ministère important, juteux, mais il va le nommer ministre d'État. Il sera ministre d'État dans ce pays, vous allez le voir. Et il ne sera pas le seul dans ce cas-là, parce qu'Alpha Condé, le recul qu'il a fait hier, parce que beaucoup attendaient le reste des ministres, les 20 autres ministres étaient attendus hier. Il y a eu du recul parce qu'il faut revoir certains. Si Mokhtar ne va plus à la jeunesse, ou s'il faut revoir les prétentions de Mokhtar, il faut aussi dire à d'autres d'attendre un peu. Quelques-uns qui avaient déjà été nommés vont malheureusement subir cela. Ils vont être contraints d'être mis sur la touche en attendant que j'ai même des craintes pour Roger Patrick Milimono, qui a été envoyé à l'agriculture parce qu'on sait ce qu'on avait fait. Roger Patrick n'est pas ministre, il est délégué. Il est justement, ministre délégué. Oui, on attend de savoir qui sera le titulaire. J'ai même des craintes après parce qu'on a vu le scénario lorsqu'il était on l'a enlevé à l'environnement pour envoyer Oye à sa place. Voilà, donc sinon en la forme, Mokhtar le fait parce que pour lui, il a mouillé le maillot, il s'est sacrifié. Moussa a rappelé tantôt quelques actions qu'il a eu à poser, tout le monde l'a vu. Mais est-ce que pour autant, on doit tenir compte de ces actions sur le terrain pour dire que Mokhtar a le droit de contester un décret présidentiel? Mais s'il y a eu des cas précédents pour lesquels Alpha Condé a cédé, je me dis... C'est différent. Non, il n'y a pas de différence là. Mais si, je suis différent parce que Oye Guilavogui, c'est pas un allié. Je suis désolé, il est du RPG Arkansas. Ah non, Lamine. Alors dites-moi, c'est Oye Guilavogui. Si, c'est différent. Il n'y a aucune différence. Si, c'est différent. En quoi Oye a le droit de dire que le ministère de l'élevage est un petit poste pour lui et qu'on le nomme ministre d'État et que Mokhtar Diallo qui tout de même... Attendez, je vais clore. Mokhtar a risqué sa vie. Il a été au Fouta où personne ne voulait aller. Mokhtar à Pita, à l'époque je me rappelle, j'étais encore à Abidjan, je vois des messages sur Facebook où on disait qu'il est entre Mamou et Pita, où sa tête était mise à prix. Il était recherché à l'époque, je me rappelle encore. Il faut dire clairement les choses. Lorsqu'il y avait la crise, il faisait partie des personnes qui étaient recherchées dans ce pays. Il était de ceux-là qui ont pris le risque d'aller dans des zones qui n'étaient pas... C'est de la politique commerciale. Qui n'étaient pas osées par certains. Je me dis, il s'est sacrifié, il faut le reconnaître. Mais il n'a pas le droit, encore une fois, il n'a pas le droit de contester un décret présidentiel. Mais s'il le fait, c'est parce qu'il prend exemple. C'est le chef d'État quand on cite le cas Oye, c'est très récent. Mais on a vu Papa Koli ici qui a fait le même chantage à un moment donné, qui a fini par faire plier le président de la République. Quand on a retiré les DG de son portefeuille, et à l'époque, on était encore sur l'énergie de son portefeuille. On a vu quel chantage il a fait, tentative de démission et entre autres. Le président a fini par plier. Ce n'est pas que Mokhtar. Aujourd'hui, peut-être qu'on s'attarde un peu sur le fait qu'on nous parle de tentative de démission de Mokhtar, mais on ne nomme pas quelqu'un sans une négociation préalable. Il y a eu certes, ou certainement je vais dire, des discussions entre le Premier ministre et tous les ministres qui étaient déjà en poste. Oui. Il y en a eu certainement, parce qu'on ne peut pas reconduire les gens ainsi, parce qu'on veut juste les reconduire. Il y a un débat qui se pose d'abord. Évidemment. Non. Il y a un débat qui se pose d'abord. Oui, c'est ce qui se fait. Il y a un débat qui se pose d'abord. On ne reconduit pas les gens, on ne nomme pas les gens parce que on a vu leur tête. Il y a un débat d'abord. On vous demande est-ce que toutes ces questions se posent. Et aujourd'hui, Mokhtar, on nous apprend qu'il veut démissionner parce que il n'a pas le ministère de la jeunesse ne semble plus être celui qu'il veut continuer de gérer. Le président de la République, il a dit. Et la sédentarisation
la sédentarisation. Dans ce cadre respect, je ne pense pas qu'il y aurait eu une consultation. Sinon, après, Mouktar n'aurait pas dû sortir après. Effectivement, cette sortie de Mouktar peut bien expliquer qu'il y a dû avoir un débat et par rapport à cela, ce que moi j'apprends, ce que j'ai lu hier, et qu'on lui propose dans le débat, qu'on lui dise et qu'il s'entende, je vais dire, sur un poste ministériel. Justement, il y a un poste qui aurait été choisi justement le poste de Nabaya, le ministère de l'enseignement technique qu'on lui aurait promis, et qu'à la dernière minute, il n'a pas entendu son nom. Qu'on n'honore pas cet engagement, on le trouve bien dans ses droits de vouloir démissionner aujourd'hui ou d'exiger le respect quand même de ce qui a été dit dans les coulisses. Et Mouktar, aujourd'hui, on ne le dira pas assez. C'est vrai moi j'ai toujours rappelé que le RPC, le RPG original et autres se sont beaucoup battus, c'est vrai, mais jusqu'en 2010, le RPG est venu avec 18%. Ce sont des alliés qui ont permis au RPG d'avoir aujourd'hui le quota qu'il a dans les élections. Donc on ne peut pas négliger les efforts des alliés. C'est vrai qu'il faut reconnaître les sacrifices du RPG, du RPC et ainsi de suite, mais aussi on ne peut pas occulter les efforts des alliés qui ont permis ou qui permettent encore au RPG, au président de la République, d'être là où il est. Parce que n'eût été les alliés en 2010, les 18%, c'est Daouda Diallo allait être président. N'eût été les mêmes alliés en 2015, même si on se tape la poitrine pour dire que non, personne ne nous a aidés ou bien ceci, cela, mais les alliés ont été pour beaucoup, pour permettre au président de la République d'être réélu en 2015. Et en 2020 également, ce sont les alliés. Ce sont eux qui ont donné le ton. Ce sont les gens comme Kassouri Fofana, ce sont des gens comme Abouakar Silla, ce sont des gens comme Papa Koli, ce sont des gens comme Mouktar Diallo qui ont permis au président de la République de faire passer d'abord la nouvelle constitution, mais aussi... Ce sont eux qui ont osé. On les a mis au devant de la scène. Ce sont eux qui étaient devant. Parce qu'on a vu cette affaire, la Codec qui est devenue Codinor après. Ce sont eux qui étaient au devant de la scène pour porter le projet de nouvelle constitution et de troisième mandat. Donc on ne peut pas aujourd'hui leur refuser ce sur quoi vous attendez. Non, il faut dire les choses comme elles sont. C'est caprice. Caprice, oui. Mais il ne faut pas aussi occulter le débat. Quand même. Il ne faut pas aussi oublier les dessous des discussions entre la démission du gouvernement. Je ne sais pas comment ça se passe en politique. En fait, quand on est allié, on vient. C'est comme on vient voir un commerçant, on vous dit ok, moi je vous soutiens. Derrière, si vous passez, vous allez me donner une voiture. Comment ça se passe? C'est effectivement comme ça. C'est effectivement comme ça. C'est effectivement comme ça. Partout dans le monde, les politiques composent avec des gens qui l'ont accompagné. Ouais. On ne peut pas se battre. Donc c'est sans conviction. En fait, non, c'est pas. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de conviction. Quand on arrive au pouvoir, on ne peut choisir que parmi les gens qui ont cru en vous, qui vous ont accompagné. Et évidemment, cela ne veut pas dire qu'on choisit à la hâte n'importe qui pour où. Ils sont tous compétents, mais les compétences diffèrent. On doit pouvoir savoir qui mettre où selon les compétences. C'est-à-dire, on ne peut pas se baser que sur le soutien. Le soutien, oui, mais il y a d'autres éléments qui doivent accompagner le soutien pour choisir des ministres, des directeurs et je sais pas, les secrétaires. En fait, ça doit obéir à quelque chose, à la compétence. Évidemment, tous ceux-ci l'ont accompagné. On ne va pas choisir un chef de l'opposition à moins qu'il n'y ait dialogue ou autre pour venir le faire ministre. Il ne vous a pas accompagné. Ça, c'est la logique politique. C'est propre à toutes les nations. Mais après, quand on choisit les hommes, c'est celui-là qui est votre soutien, mais après, surtout, qui a les compétences pour là où vous voulez l'amener. Voilà. L'art de la politique, c'est de donner un os à ronger aux frondeurs. Lorsque vous le faites, vous les occupez. Ils ne peuvent pas se retourner contre vous. Ils ne peuvent pas vous attaquer. Je pense qu'il y a un petit os qu'on a glissé là. Et certains peuvent trouver que c'est trop petit. D'autres peuvent trouver que c'est minuscule. D'autres peuvent dire, écoute, je suis plus grand que ça. J'ai une gueule plus grande que ça. Je trouve quand même qu'au moment où on s'attarde sur ces questions superficielles, dans la sous-région, les gouvernements travaillent. Bien. Dans la sous-région, les gens se retrouvent, ils font dans le développement, ils rendent les services publics. Nous sommes là depuis plus de 2 mois maintenant. On tourne autour de cette histoire de formation de gouvernement. On ne bosse pas du tout. Ça ne travaille pas. Ça parle politique, ça dort politique,
ça mange politique, ça mange politique. On ne fait rien. Bien, je trouve merci, que Moussa. c'est assez grave pour ce pays. Et le chef de l'État est en train de tomber. Il est déjà dedans d'ailleurs. Il est dans cette mare et c'est lui qui donne le ton. C'est dommage. Merci beaucoup, Moussa. Je pense qu'il n'aurait pas dû laisser qu'on puisse dévoyer un peu ce pouvoir discrétionnaire qu'il a à nommer qu'il veut. Maintenant, quelle que soit l'implication des uns et des autres, nous sommes dans un État. Et dans un État, le chef de l'État, normalement, ne devrait pas prendre un cadre parce que tout simplement, il s'est battu pour vous. Regardez aujourd'hui aux États-Unis, pour que vous soyez dans le gouvernement, vous passez devant une commission d'éthique. Ça veut dire que c'est sur la base de votre compétence, pas parce que vous êtes battu. Ça peut être possible avec les opérateurs économiques qui ont financé votre campagne et tout. Vous leur donnez des marchés. Mais pour un poste de ministre, ça ne doit pas être possible. Au même titre que l'affaire Nabaya, il n'aurait pas dû reconduire la dame parce que ça aura des conséquences après. Des gens vont être cités dans des scandales. Ils vont se dire on va rester parce que tout simplement le chef de l'État peut nous protéger avec son décret. Bien, vous êtes chez les GG. Les GG. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Tous les matins, le show qui vous parle et qui parle de vous. Et ici, évidemment, ça se passe sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Un peu plus tard, sur les coups de 10h, nous allons essayer de relayer vos messages dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Une question ce matin. Peut-on désormais compter sur les médecins guinéens pour réussir les opérations chirurgicales les plus compliquées? Peut-être, oui. Des chirurgiens, en tout cas pédiatres, viennent de réaliser un grand exploit. Ils ont en effet séparé ils ont séparé et sauvé des bébés siamois venus récemment de Farana, même si l'on regrette évidemment la mort de leur maman à l'accouchement. Comment ont-ils réussi cette prouesse? Nous essayons de comprendre ce matin dans cette émission de quoi manque-t-il et manque encore pour la prise en charge en tout cas des bébés siamois en Guinée. Notre invité ce matin dans les grandes gueules, c'est bien sûr le médecin chirurgien et pédiatre, Dr Balamoussa Touré. Il sera avec nous dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. La Guinée disposait il y a encore peu de temps d'importantes ressources forestières. Aujourd'hui, celle-ci donc est principalement représentée par quelques lambeaux de forêt classés dont la superficie totale est légèrement inférieure à 1 140 000 hectares. Aujourd'hui, victime d'une exploitation donc à outrance et sauvage, les forêts guinéennes, jadis denses, cèdent le pas aux forêts éparses avec des conséquences de la variation, il le dit ce matin, climatique et la variation de la période curtulale. Nous essayons de comprendre. Un groupe d'environnementalistes donc guinéens se donne pour vocation de défendre l'environnement et il souhaite notamment attirer l'attention des autorités et des Guinéens dans leur ensemble sur le danger qui guette le pays. Mohamed Condé, il est président de l'ONG Action pour la défense de l'environnement. Il répondra aux questions des grandes gueules ce matin sur Radio Espace Guinée. Nous continuons le débat, mon cher Moïse, avec cet autre sujet. On revient encore là-dessus, évidemment, on parle de EDM Chine. Les employés trouvent un accord avec l'employeur. Oui, c'est nous qui avons donné le ton dans ce studio lorsque quelques lignes bougent. Il faut en parler également et également dégager les perspectives sur ce qui ne va pas du tout. Et donc les employés, vous vous rappelez du jeune que nous avions reçu ici, lors des assises qui ont eu lieu ici à l'intérieur du pays plutôt et également du côté de la Chine. Je vous apprends d'abord que M. Songli, celui dont je parlais récemment, la fois dernière, il est encore retenu du côté de la Chine parce que nos émissions ont produit leurs effets. Donc on cherche à comprendre ces implications dans la gestion assez douteuse de l'entreprise ici, et donc en violation des règles de la République dans le domaine, notamment le contenu local dont je vais parler brièvement ce matin. Et donc la direction de CDM Chine, s'est engagée après vérification des différents points revendicatifs, d'octroyer la prime de 500 000 francs guinéens par travailleur et dès la signature du présent accord, dont je suis en train de parler, du présent protocole d'accord. Et donc les parties également se sont accordées à mettre en place une commission tripartite, donc composée de l'entreprise chinoise CDM Chine, mais de l'inspection également du travail, des autorités locales, qui va s'atteler au suivi
et à l'évaluation des différents protocoles d'accord qui ont été signés, parce que ce n'est pas la première fois que l'entreprise et les travailleurs se retrouvent pour signer également des accords. Donc la direction s'engage donc à payer un montant de 8 500 000 francs guinéens à chacun des 53 chauffeurs semi-remorques, plus les indemnités le mercredi 20 janvier 2021. Je pense que c'était hier. Voilà. Donc on va suivre l'application de tout cela. Donc pour les 18 autres chauffeurs, la direction s'engage à régler leur situation conformément à la législation du travail et au règlement intérieur de l'entreprise CDM Chine. Il faut dire que même lorsque un travailleur faisait un accident de travail dans la mine, et même le prix du linceul, ce sont les travailleurs qui cotisaient et qui achetaient le linceul, qui s'occupaient au fait du mort avant que l'entreprise ne leur donne. Ça ne dépassait pas 1 million de francs guinéens. Donc l'atmosphère était vraiment pourrie à ce niveau. Donc les sorties médiatiques ont produit les effets. Maintenant, l'autre paire de manches, puisqu'on a répondu un tout petit peu aux revendications des travailleurs, l'autre paire de manches, c'est ce dont je parlais la fois dernière. C'est le fait que le contenu local continue d'être piétiné au niveau de ces entreprises chinoises. Vous avez des camions qui continuent de transporter de la bauxite au niveau de CDM Chine. Des camions qui doivent normalement être supervisés, qui doivent appartenir dans la gestion, bien entendu, à des Guinéens, parce qu'il s'agit quand même d'un emploi que la loi réserve exclusivement aux Guinéens en termes de contenu local. Eh bien, on continue donc de brimer les Guinéens qui sont dans l'exploitation qui sont dans le transport de la bauxite au niveau de CDM Chine. Je vous avais cité quelques entreprises qui travaillaient là-bas et qui ont dû fermer parce que tout simplement on a réduit le nombre de charges qu'ils doivent avoir. Le cas comment on appelle de Joma notamment, le cas des autres entreprises, il n'y a que 3 qui continuent de travailler là. Ceux qui avaient 16 voyages, parce qu'on a réduit leur nombre à 16 voyages le jour, récemment, je pense qu'il y a de cela 2 jours, l'entreprise chinoise a réduit le nombre de voyages effectués par cette entreprise à 6. Alors que l'entreprise AVT, qui à la tête a un Guinéen, mais dont les camions, qui n'est pas propriétaire des camions, parce qu'il y a quand même un peu plus de 100 camions dans cette entreprise. Vous pouvez peut-être trouver une quinzaine qui appartiennent à des Guinéens, parce qu'il faut un tout petit peu brouiller les pistes, mais tout le reste appartient à des Chinois. Donc, cette entreprise AVT, elle continue de faire pas moins de 200 voyages le jour. Donc, quel est l'impact direct de cela sur l'économie nationale? Quel est l'impact direct de cela sur le contenu local? Vous savez, quand on parle de contenu local, beaucoup pensent qu'on veut faire la promotion de quelques cadres. Il s'agit pas de cela. Il s'agit du devenir de ce pays. Évidemment. Le Brésil, c'est 70% le contenu local. Est-ce qu'il y a une association qui s'occupe de ça, Moussa? C'est le gouvernement qui doit veiller à cela. Le gouvernement, pour l'application, parce que c'est un décret qui a été bien compris. C'est une loi. J'ai bien compris. Quand je prends par exemple le domaine des banques, il y a une association évidemment qui s'occupe un petit peu en ce qui protège les consommateurs. Je parle un peu dans ce contexte. Je pense que c'est ce qui concerne le contenu. Je pense que ce sont les syndicats local. Les syndicats qui se battent pour cela. Également le ministère des Mines et de la Géologie notamment qui doit veiller à cela. Le transport de la bauxite est une activité réservée 100% aux Guinéens. Il faut que cela soit sûr. Quand c'est pas appliqué, il faut que le gouvernement ait le courage de taper du poing sur la table. Les entreprises qui ont fermé, ce sont des chauffeurs qui sont à la maison. Les chauffeurs qui sont à la maison, ce sont des personnes qui seront incapables de payer la dépense quotidienne. Donc ce sont des familles qu'on a contribué à appauvrir. Celles qui continuent de transporter, vous réduisez le nombre de voyages de 16 à 6, ce sont également des entreprises qui vont devoir tomber en faillite, parce que tout simplement, elles ne pourront pas faire face aux différents engagements qu'elles ont pris aux différents engagements qu'elles ont pris du côté des différentes banques, parce que les Guinéens n'ont pas le moyen d'acheter des camions sortis d'usine. Je ne parle pas de certains barons qui se sont engagés dans le transport de la bauxite, mais ces petits mamoudos, comme on les appelle, qui se débrouillent. Écoute, j'ai pas de nom de quelqu'un, ces petits mamoudos qui se débrouillent et qui partent au niveau des banques contracter des prêts pour avoir ces entreprises-là. C'est son fils qui gère. C'est son fils qui a la mine. Lorsque vous parlez des valeurs ajoutées du contenu local, lorsque vous parlez de l'effet d'entraînement,
Prenez ces camions-là qui sont dans AVT, qui appartiennent aux Chinois. Lorsqu'ils font des recettes de 1 million à 2 millions de dollars par mois, tandis que les autres entreprises qui font 6 voyages appartenant à des Guinéens font des recettes, la mine, de 50 000 à 100 000 dollars par mois. Eux, ils sont de 1 à 1 million de dollars. Alors, quand eux, ils reçoivent cela, c'est pas cet argent, ils ne le prennent pas pour aller acheter un terrain en bokeh pour construire une villa. Cet argent, on le met à la banque, on le transfère dans une ville à Wuhan, quelque part là-bas. Et à Wuhan, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses parents chinois, il crée une coopérative, ils investissent là-bas. Ça profite à quelle économie? À l'économie chinoise. Évidemment. Donc, ça ne profite pas du tout à l'économie guinéenne. Mais lorsque c'est la mine Girassi qui a j'ai pas de mine à Bokeh, moi, même si je m'appelle la mine. Je n'ai pas de mine à Bokeh, je suis désolé. Alors, je donne un exemple. Oui, mais lorsque c'est un Guinéen dont les camions sont exploités, dont les camions font le même nombre de voyages que tous les autres, qui reçoit 1 million de dollars comme chiffre d'affaires par mois, eh bien, l'impact, l'effet d'entraînement induit directement sur l'économie nationale est perceptible. C'est autour de lui, c'est sa famille qui change. Ce sont des familles guinéennes. Il faut que l'État se... Non, je parle de cela pourquoi? Parce que dans les autres pays, on était un peu plus courageux. La Malaisie, c'est pas moins de 50% le contenu local. Le Brésil, ils sont un peu plus au-dessus de 50%. Poser la question à savoir est-ce qu'il y a une association qui s'occupe de ça? Parce que c'est bien que le gouvernement puisse taper sur la table. C'est bien de compter sur le ministère des Mines. Mais s'il y a une association, évidemment, qui s'occupe de... En fait, même s'il y avait une association... Même s'il y avait une association, la force revient à l'État. Parce que dans ce que Moïse dit là, le plus important, c'est de savoir qu'il y a des travailleurs. Et ces travailleurs-là sont syndiqués pour la plupart. Et justement, c'est ce syndicat avec la bourse du travail, lorsqu'il y a des problèmes, qu'on remonte. Mais en fait, le problème même, c'est à la base. Lorsqu'on n'arrive même pas à respecter le minimum, c'est-à-dire mettre ces travailleurs dans les conditions de travail, dans les conditions, les trouver des gants, les outils de travail et autres. Et après, les payer. On se rappelle des problèmes liés aux sous-traitances et tout ceci étant... Il y a beaucoup de problèmes dans les villes. Je pense que le gros du problème, c'est au niveau de l'État. Parce que même si les Chinois viennent, les investisseurs viennent, je pense qu'il n'y a pas eu un secteur sur lequel le président s'est appesanti plus que les mines. Il a vendu les mines, il a fait la promo des mines. Et évidemment, c'est un secteur aujourd'hui qui devrait... Il y a d'autres secteurs, je parle de l'agriculture. Évidemment, mais déjà qu'il s'est appesanti sur les mines. Déjà qu'il s'est appesanti sur les mines, il est important que, rien qu'avec les mines, qu'il y ait un nombre important de Guinéens qui puissent s'en sortir. Mais même là, la politique... 30 secondes. Pour dire quoi? La mine, l'exploitation de nos mines doit donner de bonnes mines aux Guinéens. On ne peut pas exploiter... Moussa, parce que tu insistes là-dessus. Ben, je n'ai pas de mine à Bokeh, même si je m'appelle la mine. D'accord, mais je vous dis quoi, la mine, je finis du bas. 70%, le contenu local est à 70% au Brésil. La mine, au Nigeria, on a fait du contenu local un pacte sacré entre les différents Golden Boys. Les Golden Boys qui naissent du côté de Libéria, du Nigeria. Ils ne tombent pas du ciel. L'État les a fabriqués parce qu'ils savent que les ressources du pétrole vont finir tôt ou tard. Mais ils vont créer de la richesse d'abord dans leur pays. Ici, on est en train de tuer des entreprises. Vous pensez que c'est normal que des entreprises guinéennes ferment alors que des entreprises chinoises qui maquillent tout cela, mettant un Guinéen à la tête, j'aimerais dire une chose. Je trouve qu'on n'est pas assez courageux. Il faut que l'État fasse une inspection et prenne à bras le corps cette question de contenu local. Le décret ne suffit pas. Allez-y vérifier sur le terrain. Même au niveau des banques, les experts qu'on envoie, un expatrié qu'on envoie pour une expertise, c'est limité dans le temps. Mais ici, nos experts se sédentarisent. Ils ne veulent plus retourner chez eux. Alors que le Guinéen, je vous l'ai dit, l'expertise c'est limité dans le temps. Lorsqu'il y a le transfert de compétences, le Guinéen est à même capable de conduire. On ne le fait pas. C'est pas normal. Bien. Allez, on va revenir dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs, avec vos commentaires, évidemment, vos réactions sur le 657 39 13 13. Ça se passe également sur Twitter. Les GG reviennent à 10h. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV.